Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous avouerai que moi, c'est ma première conférence en personne depuis le début de la pandémie, en fait, depuis 2 ans. Donc, je suis vraiment très content de pouvoir venir échanger avec vous. J'ai décidé de faire la présentation, donc, sans PowerPoint, justement pour cette raison que je suis content de voir des personnes humaines, j'ai envie de me retirer un petit peu de ces écrans-là. Et surtout qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de réalité virtuelle, de l'interaction entre la réalité virtuelle et le droit à la vie privée. Donc, ça fait 2 ans que je l'ai pas fait tout ça. Si des fois j'ai des petites hésitations, j'ai pas de PowerPoint, je vous demande de me laisser un petit peu une petite marge de manœuvre, mais je pense que les choses devraient bien se passer. Alors, quand j'étais dans le train, le Québec vers Montréal hier soir, je me disais, il y a quand même pas mal de choses qui touchent à la réalité virtuelle, pas mal de questions qui sont extrêmement intéressantes. On a 30 minutes. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible, mais juste pour vous donner un portrait ou un inventaire des questions qu'on peut se poser en termes de réalité virtuelle pour vous amener tranquillement vers le droit à la protection de la vie privée. La réalité virtuelle, ça touche à pas mal de choses. On en parle depuis quelques mois, quelques années. En fait, la réalité virtuelle, ça existe depuis plusieurs années, même plusieurs décennies. La première revue scientifique qui porte sur la réalité virtuelle, revue évaluée par les pairs, a été fondée en 1995. Donc, c'est pas vraiment récent, mais on en parle de plus en plus, notamment avec ce qui s'est passé avec Meta, Facebook, toute la question du multivers dans les derniers mois. Mais ça pose plein de questions qui sont vraiment intéressantes. Des questions philosophiques, par exemple. Vous avez peut-être entendu parler du philosophe David Calmer, qui s'intéresse beaucoup à la manière dont la réalité virtuelle vient peut-être altérer notre manière de faire l'expérience du monde, de se poser des questions par rapport à nos connaissances de cette réalité-là. Il travaille beaucoup sur cette hypothèse de la simulation, dont vous avez peut-être entendu parler, là, cette idée que si on est capable de simuler des existences très, très, très précises aujourd'hui avec ces nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, est-ce que ça veut dire que peut-être qu'on ne serait pas un peu tous déjà dans une simulation? Vous avez peut-être déjà vu ça en philosophie, de la question un petit peu, la question de Matrix, là, finalement, dans une certaine mesure. Se pose des questions aussi, savoir est-ce que c'est possible de vivre une bonne vie, là, une vie morale dans un espace virtuel comme celui-là. Des questions qui sont en santé aussi, hein. La santé, notamment en termes de santé mentale, on se dit, est-ce qu'on peut mettre des personnes, par exemple, qui ont des problèmes, certaines phobies, les confronter à ces réalités-là, à ces choses-là dans une réalité virtuelle, quelqu'un qui a peur de l'avion, est-ce qu'on peut traiter cette phobie-là en la mettant dans un faux avion, finalement, contrôler ça, des phobies, des foules, par exemple, ou la claustrophobie. Des questions, évidemment, en finance, en économie. Comment est-ce qu'on vend un produit en ligne? Comment est-ce qu'une entreprise doit se présenter dans ces espaces virtuels-là? Des questions par rapport au travail, à la formation. Comment est-ce qu'on peut utiliser la réalité virtuelle pour faire du training, faire de la formation dans des situations d'urgence ou des situations complexes là, de la vie de tous les jours, c'est difficile à simuler. Des situations, par exemple, je sais que Walmart l'a fait pour le Black Friday, là où il y a des meutes de personnes qui rentrent au magasin, c'est difficile à gérer, on simule ça pour faire une certaine forme de formation. Puis évidemment, moi je suis juriste, ça implique des questions de droit, ça implique des questions de droit qui sont très intéressantes. Par exemple, comment est-ce qu'on peut être propriétaire de quelque chose dans une réalité virtuelle? Est-ce qu'un bien immatériel, virtuel, comment est-ce qu'on peut être propriétaire de tout ça? Au début des années 2000, il y a toute une doctrine, plein de chercheurs américains qui s'intéressaient à la manière dont on peut protéger la liberté d'expression en ligne. Est-ce que quelque chose qu'on imagine, qu'on simule, une espèce de fantasme, c'est protégé par la liberté d'expression au sens constitutionnel des termes? Mais il y a aussi des questions de vie privée. Comment est-ce qu'on peut protéger la vie privée en ligne? Comment toutes les informations qui circulent sur nous, notre image, comment est-ce que tout ça, on peut protéger ça en ligne? C'est quoi les grandes questions que ça soulève? Puis c'est un petit peu de ça dont je veux traiter aujourd'hui. Et pour bien comprendre ça, je pense qu'il faut un peu définir qu'est-ce qu'on entend par vie privée, qu'est-ce qu'on entend par droit à la vie privée. Traditionnellement, on va parler du droit à la vie privée comme un droit à garder certaines choses secrètes. Comment est-ce qu'on cache certaines choses? Mes choses de ma sphère privée, intime, personnelle. Comment est-ce que je fais en sorte que les autres puissent pas y avoir accès, puissent pas le regarder? Comment est-ce que je soustrais tout ça au regard de l'État, par exemple? Hein? Et cette vision-là, c'est vrai qu'on va souvent se dire, vous avez peut-être entendu parler de ces critiques-là, comment est-ce qu'on peut se dire, les gens ont des choses à cacher, comme les choses qui sont peut-être honteuses, qui sont peut-être un peu dangereuses. Il faut aller derrière cette vie privée-là pour des questions de sécurité. Mais la question de la vie privée, depuis plusieurs années, ou depuis quelques années surtout, la conversation au niveau international dans la doctrine a beaucoup changé. Elle a shifté vers une discussion autour des relations de pouvoir. C'est-à-dire,
pensez simplement à l'adage « knowledge is power » où l'information, c'est une forme de pouvoir. Le fait que des grandes entreprises, l'État, nous-mêmes, allons chercher des renseignements, des informations sur les personnes. Ça nous permet de mieux comprendre les personnes. Ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui les font fonctionner, qu'est-ce qui les font tiquer, c'est quoi leurs préférences, et puis, dans certains cas, d'exercer un pouvoir sur cette personne-là, soit un pouvoir d'influence, un pouvoir politique, un pouvoir économique, un pouvoir de manipulation. Par exemple, on va parler des grands GAFAM, des grandes entreprises qui vont collecter plein de renseignements personnels sur vous en ligne, savoir c'est quoi vos préférences, c'est quoi vos intérêts, qu'est-ce que vous aimez voir, avec vos mouvements de souris, ce genre de choses-là. Si on comprend un peu qu'est-ce qui vous fait tiquer, qu'est-ce que vous aimez, on peut essayer de vous influencer, d'influencer vos choix, d'exercer un pouvoir d'influence qui va prendre la forme d'un pouvoir, par exemple, économique. On peut penser à la question de reconnaissance faciale, aller chercher l'information sur les personnes dans un contexte politique, essayer d'identifier, on le voit au niveau international en ce moment, certaines formes de dissidence, exprimer une certaine forme de répression de cette dissidence-là. On peut avoir aussi un pouvoir politique presque coercitif qui peut se mettre en place. Donc, l'idée de protéger les renseignements personnels, c'est pas juste une question de qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est secret, qu'est-ce qui est intime, qu'est-ce qui est dangereux, mais vraiment, le droit à la vie privée, depuis quelques années, la réflexion que mène, c'est de quelle manière est-ce que les renseignements circulent dans nos sociétés, de quelle manière est-ce que ça vient informer ou structurer des relations de pouvoir, et comment est-ce que ces relations de pouvoir-là créent des nouvelles vulnérabilités pour certaines personnes, et comment est-ce que le droit peut venir protéger tout ça. OK? Donc, c'est dans cette perspective-là que je vais aborder le droit à la vie privée dans un contexte de reconnaissance de réalité virtuelle. Il y a deux moyens, au moins, à essayer de voir comment est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant en termes de protection de la vie privée dans le contexte de la réalité virtuelle. Le premier, c'est un peu un changement quantitatif. On va dire, si on passe de plus en plus de temps en ligne, on est dans ces réalités virtuelles-là, notre vie sociale, notre vie professionnelle, vraiment est dans cette réalité virtuelle-là. On va collecter de plus en plus d'informations sur les personnes. L'asymétrie de pouvoir entre nous et ces grandes entreprises-là va s'accentuer. En finalement, ce grand capitalisme de surveillance dont on entend toujours parler va vraiment s'accentuer. Donc, on va juste faire plus de ce qu'on fait déjà, une espèce de changement quantitatif. Pour moi, c'est intéressant, certes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui change. Comment est-ce que ce serait en termes de changement qualitatif? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Pas juste qu'est-ce qu'on faisait déjà, mais on le fait encore plus. Et pour comprendre ce changement qualitatif-là, je pense qu'il y a deux termes qui sont excessivement importants. Le premier terme est celui de fluidité. Et le second terme est celui de personnification. Le terme de fluidité, je pense que ça va être un des plus grands défis pour les entreprises qui vont créer des applications de réalité virtuelle. C'est-à-dire, comment s'assurer dans un premier temps une fluidité de nous, notre expérience de l'environnement dans lequel on se situe, et une fluidité aussi des interactions avec les autres personnes, avec les personnes avec qui on va interagir dans ces environnements-là. Donc, premier temps, la fluidité de l'expérience avec l'environnement en tant que tel, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas une certaine forme de coupure. Quand on est, nous, devant un écran, avec les environnements numériques, on est derrière un clavier, on est avec une souris, on doit faire certains clics, on doit faire certaines actions. Ça entretient une certaine forme de distance avec cette réalité-là. La réalité virtuelle, elle se veut immersive, elle se veut complètement plongée. On veut que ça soit fluide, on veut que ça soit continu. Ça serait bizarre de se dire, ah ben là, je rentre, il faut que je mette un mot de passe, je vais enlever mon casque de réalité virtuelle, je vais rentrer un mot de passe, je vais revenir derrière tout ça. Je voudrais cliquer cette chose-là, ben là, elle est où ma souris, puis j'essaie de naviguer à travers tout ça. Donc, on veut une fluidité, puis on va voir tout à l'heure que ça va amener une collecte nouvelle de renseignements personnels, que ce soit au niveau des actions qu'on va faire en ligne ou dans cette réalité virtuelle-là, ou même au niveau des modes d'authentification, tout ce qui est password, ce genre de choses-là. Et la deuxième chose, c'est la fluidité au niveau des échanges avec les personnes. Les environnements, selon moi, qui vont fonctionner, c'est sûr, où quand on a des interactions, ça sonne naturel, ça sonne fluide. C'est pas, on va souvent être présenté par le biais d'avatars. En tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la littérature. Et si on veut communiquer avec les autres, certes, on aura la voix, mais il y a aussi une forme de communication qui est excessivement importante. Vous le savez, c'est cette communication non verbale-là. Vraiment, les expressions qu'on va utiliser, faciales, le mouvement de notre regard. Dans la littérature, on parle beaucoup de gaze, les sourires, les mouvements rétiniens, notre gestuelle, toutes ces choses-là communiquent excessivement d'informations aux autres. Donc, si on a des avatars qui sont choppy, qui font juste, c'est de la voix, ça va pas être très fluide. Il va y avoir un certain malaise. Ça va être uncanny, on va dire dans la littérature en anglais. Donc, on va essayer d'accentuer
cette fluidité-là. Et encore une fois, on va voir comment est-ce ça va amener des enjeux de protection de la vie privée. Donc, à partir de ce moment-là, cette fluidité-là, au niveau tant de l'interaction avec l'environnement qu'avec les autres personnes, on va amener une certaine forme de personnification. Hein? C'est-à-dire que ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte que notre corps, nous, physique en tant que tel, soit traduit en corps numérique avec un certain niveau de fidélité. C'est-à-dire pas juste la voix, mais la façon dont je plisse mes yeux peut-être pour monter une forme d'hésitation. Comment mes lèvres bougent quand je parle. Comment mes mains parlent, mes mains gesticulent quand je parle en même temps. Donc, on va essayer de traduire le corps physique, puis pas juste avec une caméra, vraiment en essayant de le quantifier puis de le mettre sur cet avatar-là pour assurer cette forme de fluidité-là. Donc, cette personnification à des fins de fluidité à la fois des échanges et à la fois de l'interaction avec l'environnement social va amener, à mon sens, 3 grands enjeux de vie privée. Hein. Ça va être un petit peu la thèse que je vais défendre pour le reste de ma présentation. La première, c'est qu'il va y avoir une nouvelle forme de collecte de données qui vont être relativement très sensibles et qui vont amener des nouvelles formes de vulnérabilité. Dans un deuxième temps, la personnification est une fin du traitement de l'information qui va assurer, certes, le respect de certains principes fondamentaux en matière de protection des renseignements personnels, mais qui vont en même temps les vider de leur sens. Et dans un troisième temps, cette personnification-là va amener un nouveau rapport au corps qui va faire en sorte qu'on va devoir se poser certaines questions par rapport à comment va s'articuler certaines choses comme l'intimité en ligne. OK? Donc, premier point, une nouvelle forme de collecte des données dans ce contexte de fluidité-là qui va amener de nouvelles vulnérabilités. Puis je vais essayer d'élaborer 3 points. Hein. Donc, je sais que là, je fais beaucoup de 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est comme ça que j'essaie de structurer les choses. Premier point, en termes de personnification des échanges pour que l'avatar ait cette espèce de fluidité de communication, surtout au niveau de la communication non verbale. Hein. Et ce qu'on va essayer de faire, ou ce que les casques d'écoute vont essayer de faire, vont être dotés d'un certain nombre de senseurs pour essayer de traquer le mouvement des yeux, traquer la manière dont vos lèvres bougent, traquer comment vous plissez ou plissez pas les paupières, ce genre de choses-là, et essayer d'aller chercher cette information-là pour pouvoir la traduire sur l'avatar pour que toute cette communication non-verbale-là assure une fluidité de ces informations-là. Donc, on pourrait penser puis dire, ces petites informations-là, vraiment, qui ça intéresse, en quoi est-ce que ça peut être vraiment sensible, à quoi ça peut être vraiment un problème là, de commencer à mesurer la dilatation de mon iris ou pas, quand je souris ou qu'est-ce que je regarde, comment mes yeux se déplacent. Eh bien, c'est des renseignements qui sont excessivement sensibles. Hein. Les mouvements, la littérature montre très bien que les mouvements rétiniens, la manière dont on va contracter ou dilater nos pupilles, montre notre manière de se concentrer sur certaines choses ou pas. Va montrer est-ce qu'on comprend certaines choses ou pas. Même chose avec le plissement des yeux. Vont montrer certaines formes d'attirance ou certaines formes d'attraction envers certaines choses, notamment l'attraction ou l'attirance sexuelle. Hein, ce sont des informations qui sont communiquées, ne serait-ce que par la contraction ou la dilatation de nos pupilles. Donc, c'est une information qu'on pourrait se dire, c'est vraiment banal, à qui ça intéresse, mais ça dit énormément de choses sur nous. Ça peut être des renseignements qui sont excessivement sensibles et qui viennent ajouter un peu de l'information qu'on a déjà sur qu'est-ce que vous cliquez pour dire, bon, si j'ai cliqué sur, je sais pas moi, tel restaurant ou tel groupe de musique, c'est sans doute parce que j'aime ça. Mais là, vous le dites d'une manière, juste la manière dont vous contractez votre iris ou pas. Donc, des renseignements qui sont sensibles, mais aussi une certaine forme de collecte qui ne se fait pas juste de manière à l'insu de la personne. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup, on collecte beaucoup de renseignements en ligne un peu à notre insu. Là, c'est pas juste à notre insu, c'est aussi sur des choses qu'on fait inconsciemment et sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle. Cliquer quelque chose en ligne, bouger une souris, à la limite, on a un certain contrôle, on le fait à peu près consciemment. Dilater ou contracter votre pupille, je suis pas mal sûr que vous le faites tout de manière inconsciente. Hein. Si je vous dis dilater votre pupille live, probablement que tout le monde va comment est-ce qu'on fait ça exactement. Donc, il y a cet enjeu-là qui est excessivement important. Dans cette personnification des nouvelles données, il y a un deuxième point qui est intéressant aussi, c'est la question de l'authentification. Quand vous allez en ligne, souvent, on vous demande de rentrer des mots de passe. Ces mots de passe-là vont être sauvés. On va essayer de naviguer d'espace en espace avec des identifiants, avec certains mots de passe. Ce que la littérature, les chercheurs en réalité virtuelle essayent de faire, c'est ce qu'on appelle une authentification implicite et comportementale. C'est-à-dire, vous mettez votre casque de réalité virtuelle, même au sein d'une famille, on va être capable d'identifier c'est qui dans la famille qui est là, juste avec certaines choses qu'on fait, comment on bouge notre tête, par exemple, comment est-ce qu'on plisse nos paupières, la façon dont on va faire bouger nos yeux. Cette chose-là va faire en sorte qu'on s'authentifie de manière implicite juste avec notre comportement. Il y a un article qui a été publié dans Nature
il y a quelques années qui ont montré qu'à 95 ils sont capables de réidentifier des personnes simplement sur un échantillon de 511 personnes, simplement avec les mouvements, les micro-mouvements de notre tête comme ça. Donc, c'est des choses qu'on pense qui sont banales, mais qui sont en fait excessivement personnelles, excessivement uniques à nous. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'identifier les personnes avec ces choses-là. Encore une fois, des choses sur lesquelles on fait un petit peu inconsciemment, un petit peu de manière sur lesquelles on n'exerce pas vraiment de contrôle. Et ça pose une question en termes d'anonymat. Si vous avez différents comptes, Twitter, Instagram, peu importe, votre courriel, vous pouvez utiliser des mots de passe puis des noms d'utilisation qui sont différents, puis être à la limite des personnes qui sont un peu différentes dans chacun de ces environnements-là. Si on vous identifie en fonction de contrôles qui sont ou de variables biologiques ou comportementales qui sont uniques à vous, on va être capable de dire c'est qui la personne qui se cache derrière ces 8, 10 mêmes profils-là, parce que vous n'êtes pas capable de masquer un peu cette identité-là. Je peux m'appeler Rhinocéros Orange dans un, puis Carey Price 270 dans l'autre. Personne ne va vraiment être capable peut-être de me dire c'est ces deux personnes-là, sauf si on a une certaine forme d'information derrière tout ça. Mais si je m'identifie avec juste quelque chose qui m'est unique, que je n'ai pas vraiment de contrôle sur mes mouvements de tête, on est capable de retracer qui est la même personne qui se balade à travers ces différents univers-là. Donc, une question d'anonymat derrière tout ça qui est excessivement importante. Dernier point sur la collecte des renseignements personnels, puis cette nouvelle collecte-là, c'est un peu cette idée, et là, ça, c'est le mot qu'il ne faut pas que je l'ai répété dans le train hier. On va utiliser beaucoup plus des senseurs dans les casques qui s'apparentent à des électroencéphalogrammes, hein, c'est-à-dire essayer de capter un petit peu notre activité neuronale. Donc, moi, je ne suis pas un expert là-dedans, mais de ce que je crois comprendre, on va essayer de capter cette information-là pour essayer de comprendre c'est quoi vos intentions, aussi avec vos mouvements des yeux, pour qu'au lieu que vous soyez obligé de cliquer sur certaines choses ou de dire « moi, je veux prendre telle chose dans tel univers », puis vous utilisez une souris, qu'on soit en mesure, à la limite, de comprendre que c'est ça que vous essayez de faire en lisant cette information-là. C'est pas. Il y a des articles qui sont très sérieux que je suis allé voir. Moi, au début, je pensais que c'était une question de science-fiction. L'état d'avancement de cette science-là, je suis pas compétent pour vous en dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui se passent pour vrai, qu'on travaille sérieusement sur ça et qu'il y a ces avancées-là. Donc, encore une fois, une information excessivement sensible et qui pose le même problème, c'est-à-dire quelque chose qui est pas juste collecté à notre insu, mais quelque chose qui est complètement hors de notre contrôle, qu'on génère de manière un peu automatique, inconsciemment. Hein? Donc, toute cette nouvelle collecte d'informations-là, à mon sens, c'est quelque chose de nouveau qui va poser des problèmes en matière de protection des renseignements personnels sur notre capacité à contrôler certaines choses qu'on fait en ligne, puis de l'information qui va sortir de tout ça, mais aussi des questions d'anonymat. Je viens de vous parler de contrôle, c'est ce qui m'amène à mon deuxième point. J'ai dit qu'il y avait 3 points en matière de protection des renseignements personnels qui m'intéressent. Je sais que le temps file, mais les 2 prochains points sont un peu moins longs. Le deuxième point... Le deuxième point porte vraiment sur la manière dont la réalité virtuelle et cette idée de personnification-là vient avoir un impact sur certains principes fondamentaux de traitement de l'information. Les lois canadiennes, québécoises, mais aussi européennes, souvent américaines, sont construites en matière de protection des renseignements personnels, sont construites sur un certain nombre de principes qu'on appelle des principes de traitement équitable de l'information. Le premier principe derrière tout ça, ou un des premiers principes, à mon sens, qui est le plus important, c'est celui de la détermination des fins. Si une entreprise veut collecter des renseignements personnels à votre sujet, donc des renseignements qui vous portent qui vous, comme personne identifiée ou identifiable, elle doit identifier une fin. Pas juste collecter des renseignements personnels sans avoir un objectif en tête. C'est le premier principe qui est le plus important. Il faut qu'on ait une fin, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on va faire avec ces renseignements-là. Ça, c'est excessivement important parce que c'est ça qui vient informer le caractère éclairé du consentement. Si après, je viens vous voir qui est le deuxième principe, puis je dis, moi, je veux collecter des renseignements personnels, est-ce que vous consentez? Pour que ça soit éclairé, il faut que je vous dise pourquoi est-ce que je vais les utiliser. Je vais les utiliser, par exemple, pour facturer un service ou pour vous envoyer la revue que vous avez commandée par la poste. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de votre adresse. Okay? Donc, détermination de la fin qui vient asseoir le principe de consentement et qui vient ensuite être complété par d'autres principes, qui est le principe de limitation. Le principe de limitation de la collecte, mais limitation aussi de l'utilisation. C'est-à-dire que les renseignements que je vais chercher, je dois aller chercher le strict minimum qui est nécessaire à l'atteinte de mes fins. Donc, si ma fin, c'est de vous envoyer une revue, je dois aller chercher votre adresse. Si je vous demande votre âge, ce n'est pas nécessaire, moi, vraiment, pour vous envoyer une revue par la poste, de savoir quel âge vous avez. Cette information-là ne devrait pas être collectée, je ne devrais pas la collecter, on devrait limiter. C'est un principe de limitation de la collecte d'atteinte minimum des personnes. Une fois que j'utilise des renseignements personnels, une fois que j'ai ces renseignements-là, je peux les utiliser uniquement pour la fin
que je vous informer, sauf qu'il y a certaines exceptions dans la loi, si je cherche un autre consentement, s'il y a un mandat, bon, bref, certaines choses. OK? Donc, ce principe de limitation-là est excessivement important et ces principes-là sont assis pour exercer, pour conférer, idéalement, en tout cas, il y a certains problèmes, un certain niveau de contrôle des personnes sur leur renseignement personnel. Or, aujourd'hui, il y a une finalité, avant même de parler de réalité virtuelle, qui vide complètement le principe de limitation de son contenu, c'est le principe de la personnalisation. Hein? Le fait qu'on personnalise le contenu, qu'on hiérarchise le contenu en fonction de vos intérêts, les grandes entreprises vont nous dire, nous, une des finalités qu'on essaie de remplir, c'est d'offrir un contenu qui est personnalisé. Donc, je vais aller chercher que des renseignements personnels qui me permettent d'atteindre cette fin-là. Je vais me limiter à ça. Mais comme tous les renseignements personnels que vous générez peuvent être utiles pour moi comprendre qui vous êtes puis vous soumettre une information qui est personnalisée, bien, tout devient pertinent puis je peux tout collecter. Donc, en ce moment, je peux donc respecter ce principe-là de limitation de la collecte, parce que je me limite à ce qui est nécessaire, mais comme tout est nécessaire, bien, je le vide un petit peu de son sens d'essayer de gager un petit peu est-ce que je vais tout chercher ou pas tout chercher, pas avoir une approche maximaliste. Avec ce que je vous ai expliqué sur la personnification puis le nouveau type de renseignement qu'on va chercher, si la finalité est un petit peu cette forme de personnification du corps humain en corps numérique pour assurer la fluidité des échanges, mais aussi la fluidité de l'interaction avec l'environnement, on pourrait anticiper que cette même finalité-là dise, ben, moi, je vais respecter cette fin-là, je vais aller chercher juste ce qui est nécessaire à personnifier cette personne-là, mais qu'en même temps, je vais un peu le vider de son sens parce que presque tout ce qu'on va générer, même au niveau comportemental, biologique, va être intéressant ou va être pertinent pour personnifier une personne. Personnifier une personne. Personnifier quelqu'un, disons. Ça va être cute comme ça. Okay, donc, c'était mon deuxième point. Le premier point était un peu plus sur nouvelle mode de collecte. Le deuxième point, cette nouvelle utilisation qui vide certains principes juridiques de son sens tout en le respectant, donc qui rend un peu certains principes de nos lois caduques. Il reste 5 minutes. Très bien, mon dernier point. Comment ce nouveau rapport au corps-là, ou comment est-ce qu'il va avoir un rapport au corps qui va peut-être venir changer la manière dont on va faire l'expérience de la vie privée dans certains environnements. Puis là, on est un peu moins sur la vie privée informationnelle, mais ce que la Cour suprême du Canada va appeler la vie privée personnelle, c'est-à-dire notre rapport à notre corps, à l'intimité, ce genre de choses-là. Et ça nous amène sur un terrain qu'on appelle le terrain de la proxémie ou de la science de la proxémique. La proxémie, c'est l'idée que quand on a des interactions sociales, quand on est dans des environnements, la distance ou l'espace qui occupe notre corps, puis la distance qu'on entretient avec les autres, viennent vraiment guider ce qu'on entretient par intimité. C'est quelque chose que quand même, ça paraît un peu folklorique, là, mais il y a des gens très sérieux qui s'intéressent à ça. Donc, au niveau de la culture nord-américaine, occidentale, disons, mais nord-américaine, à peu près contemporaine, dans un rayon de 30 à 40 cm, si vous êtes là, on considère qu'on est dans un espace intime. De 30 à 2 mètres, on est dans un espace social, conversationnel, mais peut-être pas intime. Puis au-delà de 2 mètres, on est plus dans un espace public. Okay? Il va y avoir certaines formes d'équilibration, on appelle ça la théorie de l'équilibration. Si vous êtes dans une proximité proche avec une personne, mais vous n'êtes pas vraiment quelqu'un avec qui vous êtes intime, vous allez surtout avoir tendance à fuir son regard. Hein, c'est le regard et la proximité physique qui vient jouer derrière tout ça, puis rééquilibrer tout ça en disant, moi, je ne regarde pas vraiment cette personne-là, je ne regarde pas dans les yeux, je ne regarde pas ce qu'elle fait sur son cell, ce genre de choses-là. Et si vous êtes très près de quelqu'un qui est loin, vous essayez au contraire d'attirer son regard pour rééquilibrer tout ça. Ces rapports-là au corps, à la proximité dans l'espace physique, ce qui va être vraiment intéressant, c'est de voir à quel point est-ce que ça va se transposer par rapport à nos avatars. Hein. Je ne sais pas si quand quelqu'un qu'on ne connaît pas, dans les espaces physiques, vient un peu trop près dans notre sphère de 40 cm, qui est un peu privée. Des fois, on a un peu un malaise. Pourquoi cette personne-là vient là? La salle est vide. Ou moi, mon pet peeve, c'est quand je suis dans l'autobus ou dans le métro, puis le métro est vide, puis il y a quelqu'un qui vient s'asseoir straight up à côté de moi. Ça, des fois, c'est un peu weird. Je trouve que c'est un peu genre, pourquoi tu ne vas pas investir l'espace ailleurs? Hein? Et puis, il y a plusieurs personnes, il y a certaines études qui montrent que c'est un petit peu la même chose pour nous, c'est un peu culturel. Si on ne te connaît pas, pourquoi tu rentres dans ma bulle un peu privée, ce qu'on va appeler comme ça? Ce qui va être intéressant, c'est de savoir, est-ce qu'en ligne, ou notre rapport à notre avatar, quand les gens vont être un peu trop près de notre avatar, ou frotter notre avatar, ou s'en approcher un peu trop, comment est-ce que nous, on va le ressentir? Et il y a des tests, il y a une littérature qui commence à être de plus en plus abondante sur comment est-ce qu'on étudie cette proxémie
en ligne, pas en ligne, mais dans les environnements virtuels, à faire des simulations. Et ce qu'on tend à voir, c'est que les gens sont capables de tolérer un peu plus un degré de proximité par le biais de leur avatar, mais qu'il y a quand même ces mécanismes-là qui se mettent en place de se reculer un peu, de reculer l'avatar quand il y a l'avatar qu'on connaît pas, qui est un peu trop près, puis quand il y a un avatar qu'on connaît, qui est un peu plus loin, d'aller se rapprocher de tout ça. Donc, le rapport au corps, surtout dans une idée de personnification exacerbée, comme j'ai tenté de vous le décrire, ça va être intéressant pour la suite des choses de voir comment est-ce qu'on va vivre l'intimité en ligne. Hein? Comment est-ce qu'on, par rapport à ce rapport au corps-là, je pense que ça va être un enjeu de vie privée qui va être excessivement important. Je pense que j'arrive à la fin. Je vais peut-être juste conclure, faire un résumé de ce que j'ai essayé de vous expliquer. Ce que j'ai essayé de vous dire, grosso modo, c'est que pour les questions de vie privée, ça va se passer, à mon sens, surtout avec deux concepts, celui de la fluidité des échanges et du rapport à l'environnement et ce contexte de personnification-là. Donc, pas juste, on a parlé beaucoup de personnalisation du contenu, je pense que ça va être la personnification. En tout cas, c'est un petit peu le début de ma réflexion sur ça, qui va avoir un impact dans les prochaines années. Puis il y a trois grands chantier, à mon avis, toute cette nouvelle collecte d'informations pour assurer la fluidité, soit des échanges de qu'est-ce qu'on pense, au lieu de cliquer, rentrer des mots de passe, s'authentifier. Comment est-ce qu'il y a certains principes juridiques qui sont un peu vidés de leur sens, comme le principe de limitation de la collecte, limitation de l'utilisation, puis tout ce qui est proximité, rapport à notre corps virtuel dans un contexte de personnification. Je pense que ça va être très intéressant. Merci infiniment. Je poserais peut-être juste une question un peu, je dirais pas théorique, mais oui, il y a des enjeux de vie privée avec les avatars. Cela dit, quand on fonctionne, non pas avec des avatars, mais avec des caméras Zoom ou autres, il y a aussi de l'information. Toute cette information-là, on la donne. Ouais. Et deuxièmement, on donne aussi notre bibliothèque en arrière. Les gens peuvent lire les titres des livres, les tableaux qu'on a. Là. Il y a énormément d'informations qui fonctionnent dans l'image réelle. Je me pose juste la question, est-ce que ça va être pire dans les métavers avec les avatars que ce qu'on révèle déjà sur des images que des logiciels peuvent analyser et interpréter? La question est super bonne. Puis moi, c'était ça que c'est un peu là que j'en suis dans ma réflexion aussi. Fait que je peux peut-être vous dire un petit peu où j'en suis. Puis je me suis dit, mais c'est vrai qu'en même temps, on utilise beaucoup de caméras, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de tout ça qui est en ligne. Fait que déjà, on pourrait voir à la limite comment est-ce qu'on bouge nos lèvres, comment est-ce qu'on pourrait tout faire ça. La plupart du temps, même quand on est en Zoom, à moins qu'on l'enregistre, c'est un petit peu en continu, puis à moins qu'on s'imagine que Zoom enregistre tout, que je n'ai pas vraiment l'impression que c'est pour assurer l'information est en continu, puis elle est temporaire. C'est-à-dire, juste le temps qu'on échange, on est un peu en direct. Il y a cette information-là qu'on communique, mais elle n'est pas nécessairement traitée, analysée pour vous la redonner en tant que telle. Alors que si on a à traduire, et là, encore, c'est très hypothétique dans ma réflexion, comment moi je suis, comment je bouge mes yeux, je bouge mes lèvres sur un autre avatar qui s'apparenterait plus à quelqu'un qui me ressemble pas vraiment, mais je voudrais traduire cette information-là. Il faudrait que dans une certaine mesure, j'opère qu'il y a quelqu'un quelque part qui vienne médier ça, qui vienne un peu calculer, enregistrer tout ça et le traduire sur l'autre avatar. Et donc là, il y aurait une collecte beaucoup plus permanente, en tout cas, ou quantifiée de renseignements personnels. Et donc là, on pourrait l'enregistrer juste avec des data points, avoir un suivi et puis collecter tout ça de manière peut-être un peu plus précise, un peu plus fine. Sans doute que si on enregistre si on avait tous les enregistrements vidéo, on pourrait arriver à la même manière, à la même information, mais j'ai l'impression que pour le faire, on va nécessiter un traitement qui ne serait pas nécessaire en ce moment, mais qui va être obligatoire dans cette forme-là. Donc, est-ce que ça va être pire? Moi, je pense que ça va être différent, en tout cas. Il y a peut-être des choses qui vont être pires, d'autres choses qui vont être mieux. Certaines personnes qui vont dire qu'il y a un caractère très libérateur quand même de ces nouvelles réalités-là aussi. Là, j'ai parlé un petit peu des gros enjeux, mais si je peux ne pas, justement, taire un peu mon expression dans le sens où mon expression est là, mais c'est pas moi, j'ai un visage un peu plus de licorne, par exemple. Mais je peux quand même être là puis communiquer avec ces mêmes mouvements-là, mais moi, on me voit moins que si je veux être sur Zoom, peut-être je peux mettre un masque, mais c'est un peu plus apparent comme ça. Fait qu'il y a des bons aspects aussi, ça va être de voir comment tout ça va se faire. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est dans cette médiation entre la traduction de notre corps physique vers le corps numérique, il va y avoir des étapes nécessairement de décortiquage, de traitement de l'information, de mastication, quantification, calcul, mapping sur qui va peut-être être plus important que juste le fait de filmer finalement. C'est comme ça que je vois ça, mais encore une fois, ça, c'est au début de ma réflexion. Dans la clinique, par exemple, si la clinicienne utilise de Decision Support System, ouais. Est-ce qu'elle devrait dire à patiente que
j'ai utilisé le système pour prendre les décisions ou c'est quoi les choses légales? Donc, c'est quoi les obligations un petit peu en termes de décision automatisée d'information des personnes qu'on a utilisé un système de décision automatisé, c'est ça? C'est quoi les responsabilités des cliniciens pour... OK. Oui, je vous avouerai que je ne sais pas exactement la réponse à cette question-là. Je voyais que ma collègue et amie Catherine Régis était dans la salle, mais elle est disparue d'ici là. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'il y a des modifications dans le nouveau projet de loi 64 par rapport à la décision automatisée, donc nos lois sur la protection des renseignements personnels dans le secteur public, dans le secteur privé, qu'on doit notifier les personnes lorsqu'il y a une décision automatisée qui est faite, qu'on doit essayer de fournir le plus, il y a certaines exceptions là, derrière tout ça, le plus d'informations pour expliquer cette décision-là dans certains contextes. Est-ce que ça s'applique en termes de décision clinique et est-ce que ça engage une certaine forme de responsabilité? Là, je ne voudrais pas vous dire n'importe quoi, on est un peu loin de ce que j'ai réfléchi pour cette présentation-là, mais on pourrait certainement en parler un peu plus tard ou peut-être aller voir Catherine aussi de ce côté-là. Je pense qu'elle aura pas mal meilleures choses à dire que moi sur ce point-là. Merci. Merci pour la présentation. Ma question, c'est en deux parties, deux petites parties. Là. C'est bon. Je sais que vous avez mentionné que la réalité virtuelle existe, ça fait un peu longtemps. Oui. Et j'imagine, à cause de la technologie, ça a pris un peu de temps pour devenir un peu mainstream. Ma première question, c'est quoi le genre de blocage que tu vois pour la réalité virtuelle dans le futur et dans combien de temps penseras-tu que ça deviendrait mainstream? Alors, tout ce que je vais dire, en quelque part, est genre très hypothétique sur ce que j'ai lu dans la littérature, parce que c'est pas du tout mon champ d'expertise de faire des projections sur quand ça va devenir. Mais de ce que j'ai vu, un des premiers, en tout cas, qui se rapporte à la sphère privée, un des premiers challenges, c'est toute cette question de la fluidité-là, puis comment est-ce qu'on va chercher l'information. Et puis ça peut-être amène des enjeux sur comment est-ce que ça va devenir mainstream. C'est-à-dire, il y a beaucoup de... Quand on voit les avatars, souvent, ils sont plus fluides de la taille en haut parce qu'on est capable d'aller chercher des mouvements de tête. Puis il y a de plus en plus de gants intelligents, ce genre de choses-là qu'on peut utiliser pour essayer de mimiquer ou de senseurs pour aller chercher ces mouvements-là. Donc c'est un peu plus fluide là, mais souvent les jambes, puis les postures, puis tout ça sont très carrées parce que justement on n'a pas encore cette capacité d'aller chercher cette information-là. Il faudrait vraiment que la personne soit dans un environnement avec plein de capteurs et tout ça. On l'a dans certains contextes de laboratoire très poussés, là, mais donc je pense qu'un des défis, ça va être justement quand on veut avoir cette fluidité-là des échanges, comment est-ce qu'on va chercher cette information-là, puis même d'aller vraiment chercher des senseurs précis, puis comment est-ce qu'on traduit tout ça pour les mouvements d'yeux, les paupières, c'est pas encore tout à fait là. Quand ça va devenir mainstream ou pas, ça, j'ai aucune idée, mais très certainement, ce qu'on sent dans la littérature, c'est qu'il y a une accélération assez importante. Quand on parlait même au début des années 2000-2004, quand on va voir la doctrine de réalité augmentée, on parlait de Second Life, donc de réalité virtuelle. Donc, c'était quand même sur un écran, c'est juste que ça reproduit un cycle de vie plus général. Tu peux aller faire des meetings en ligne, mais tu n'es pas dans un environnement immersif. Là, vraiment, la nouveauté, c'est cet environnement immersif-là. Il y a plein de choses. Comment est-ce que le coût des technologies va baisser? En ce moment, y avoir accès, c'est quand même cher. Il faut que tu aies de l'équipement. Comment est-ce que tout ça va se mettre en place? Fait que je pense que c'est ça des gros défis, réduire les coûts puis aller chercher encore plus de données. Sans doute que la résistance à la vie privée va être là aussi, c'est-à-dire que les gens vont peut-être avoir un effet refroidissant de dire où vont toutes ces données-là. Quand ça va devenir mainstream, j'ai aucune idée. C'est bon? Merci. Cool, merci. Merci encore pour cette présentation très intéressante, qui justement s'intéressait, en tout cas visait à savoir quels sont les enjeux pour la protection de la vie privée dans la réalité virtuelle. Alors, je vais juste les rappeler et puis refaire un petit résumé rapide. Ça s'inscrit d'abord dans un point de vue surtout qualitatif, où finalement ça vient d'abord de la fluidité de notre expérience, et en tout cas de l'expérience qu'on voudrait dans notre environnement numérique virtuel, et aussi lié à l'interaction, la fluidité en tout cas dans l'interaction avec les personnes. Et puis le deuxième point dans cette idée qualitative, c'est plutôt celui de la personnification, comme on a pu le voir. Donc ces trois enjeux, ils sont donc d'abord le fait qu'il y a une nouvelle forme de collecte
et ça me fait penser à une présentation qu'on a eue hier aussi, puis je suis désolée parce que je me rappelle plus des noms des intervenants, mais en tout cas qui nous montrait aussi combien, pour notamment avoir par exemple une meilleure fluidité et une meilleure expérience client sur un site internet, qui nous montrait combien les clics d'yeux, les mouvements de la bouche, etc., pouvaient avoir une importance capitale dans l'amélioration de l'expérience client sur un site d'achat, par exemple d'achat en ligne. Et je pense qu'il y en a plein d'autres, et d'ailleurs je pense qu'il y a d'autres interventions qui ont dû donner aussi beaucoup d'exemples. Donc ça, c'était le point de la fluidification, fluidité, pardon. Ensuite, il y a eu aussi l'authentification, c'est aussi un autre sous-enjeu à l'intérieur de cet enjeu, où finalement ça va poser des questions notamment en termes d'anonymat, et puis aussi tout ce qui est type le mot qu'il ne faut pas prononcer en céphalogramme. En tout cas, toutes ces captations et qui posent ces questions de contrôle de ce qu'on va pouvoir faire en ligne. Et puis le deuxième gros enjeu, c'était celui de la personnalisation, donc induit par une nouvelle forme de traitement de l'information qui vise le contrôle. En tout cas, toutes les lois qui sont construites visent le contrôle de l'individu sur tout ça, mais ça pose évidemment un enjeu par rapport à ce contrôle là. Et puis le dernier enjeu, c'était celui d'un éventuel nouveau rapport au corps. En tout cas, on peut se poser la question sur ce que sera notre rapport à la vie privée et au corps en ligne et dans ces environnements virtuels.